Bonjour monsieur, merci de m'avoir donné une occasion pour faire une évaluation un peu étrangère entre guillemets, autrement dit faire un clip pour l'examen. En fait, c'est la première fois que j'ai fait un examen comme ça et ça me donne beaucoup de différents sentiments. Voilà. Alors, dans ce clip, je parlerai d'abord de mes propres notions sur l'évaluation, mes expériences que j'ai acquises pendant mes cursus scolaires et qu'est-ce que c'est une évaluation et ses objectifs selon les auteurs spécifiques. Et puis, comment ça marche l'évaluation au Vietnam, dans mon pays. Et ensuite, je vais parler ce que j'ai eu dans le cours d'évaluation avec Monsieur Tai pour avoir une bonne évaluation. Et pour finir, je vais faire une petite auto-évaluation sur ce clip. Et voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est une évaluation? D'après moi, une évaluation, c'est une simple chose pour évaluer ce que l'apprenant a étudié, ce qu'il a obtenu pendant un parcours d'études. En ce qui concerne les apprenants, ils ont une occasion pour réviser les connaissances et ils peuvent aussi consolider les compétences qu'ils ont appris. À travers des évaluations, on peut indiquer les fautes, les manques des apprenants pendant les cours et grâce à cela, les professeurs peuvent eux-mêmes également l'auto-évaluation, ses efficacités de la méthode. De plus, selon le dictionnaire de didactique du français édité en 2003 par CLE International, l'évaluation des apprentissages est une démarche qui consiste à recueillir des informations sur les apprentissages et à apporter des jugements sur les informations recueillies, et il est aussi à décider sur la poursuite des apprentissages compte tenu de l'intention d'évaluation de départ. En outre, en feuilletant du livre Le français langue étrangère et second de Jean-Marc Defay, il a dit que l'évaluation fait partie de l'apprentissage et des attentes de l'apprenant. D'une part, l'enseignant ne cesse d'évaluer les apprenants pour assurer la progression de son enseignement. D'autre part, les apprenants ne cessent de s'auto-évaluer, c'est-à-dire chacun par rapport à soi ou par rapport aux autres pour assurer la progression de leur apprentissage. Et il ne faut pas non plus sous-estimer la valeur symbolique de l'évaluation, de l'examen dont dépend la crédibilité de l'enseignement, le mérite de l'apprentissage. De plus, au Vietnam ainsi qu'en France, il y a plusieurs modalités pour évaluer: évaluation diagnostique, évaluation formative et évaluation consommative, etc. Et bien sûr, ça dépend de chaque cours, de l'objectif des systèmes scolaires que le professeur va choisir une modèle d'évaluation correspondante. Par exemple, on a le dossier des examens à l'écrit, à l'oral, etc. Et voilà, c'est un exemple d'un examen du français sous forme QCM. Et ça, c'est sous forme à l'écrit. En général, le système scolaire vietnamien, c'est-à-dire au primaire, au collège et au lycée, on peut dire qu'il y a trois types d'évaluation qui se déroulent pendant toute l'année scolaire. Ils sont un petit contrôle continu, un contrôle à mi-semestre et un examen de fin semestre. Et en fait, au primaire, au collège et au lycée et même à l'université, on utilise 2 semestres
pendant toute l'année scolaire, de septembre au début du mois de janvier et de janvier à la fin du mois mai. Pour le petit entre guillemets contrôle continu, au Vietnam ça dure tous les jours au début de cours. On peut aussi dire c'est une phase de rappel. En effet, c'est une étape obligatoire au collège et au lycée. Et à l'école primaire, elle se sert aux disciplines comme géographie, historique, littérature, éducation civique, etc. en classe de CM1 et CM2. Et en plus, ça peut être réservé à l'individuel ou collectif pendant 15 minutes au début du cours avant de commencer la nouvelle leçon. Le professeur va poser des questions et un apprenant va leur répondre directement à l'oral devant la classe. Mais des fois, on peut le faire à l'écrit, mais c'est rare. Cette évaluation permet d'établir un état des acquis des apprenants, un point de départ indispensable à la définition concertée avec lui de ce qu'il sait ou pas, de ce qu'il sait faire ou pas. Par rapport à mes expériences, nous avions des moments inoubliables sur ce contrôle. Et bien que ce soit une étape importante pour réviser les savoirs appris, nous les élèves, ont toujours des inquiétudes parce qu'il faut être devant la classe, devant nos amis. Et on peut dire que nous sommes le centre du monde, entre guillemets. En fait, c'est difficile à éviter de petits soucis, mais pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais parfois, on a une assistance, entre guillemets, de nos amis. C'est-à-dire, les camarades ont des gestes, des astuces pour aider son ami à répondre les questions. Mais par contre, ce contrôle n'existe pas du tout à l'université. Il n'y a que le contrôle à mi-semestre et un examen de fin semestre. Et concernant la notation de ce contrôle continu, on peut appliquer un coefficient 1 et pour le contrôle à mi-semestre, on pourrait appliquer un coefficient 2 et 3 pour l'examen de fin semestre. De surcroît, au Vietnam, il existe aussi des évaluations sur l'assiduité des apprenants, mais surtout à l'université, que je n'ai pas souvent la trouver en France. Comme on en a discuté en classe, certains pensaient que cela n'a pas besoin, mais personnellement, je trouve que celui est important aussi, parce que l'assiduité des apprenants nous montre que le nombre des apprenants qui suivent souvent des cours et la participation des activités en classe. En outre, cela permet de trouver la raison au cas où les cours n'intéressent pas aux apprenants et cela encourage ainsi les apprenants à participer les consignes des professeurs ainsi que saisir les contenus quand même. Et au sujet de la notation, on emploie un barème de 0 à 10 pour valider un cours. Les apprenants doivent acquérir un minimum de 5 sur 10. Et bien sûr, il existe aussi un barème de lettres de 1 à F, mais réservé seulement à l'université. En plus, pour ce moment au Vietnam, dans les écoles primaires, on n'a pas le droit de donner les notes aux élèves. Cela a changé par rapport à mon époque. Pour ce moment, on a uniquement une note pour un examen de fin semestre. Et pour les autres contrôles, un enseignant donnera un commentaire fini ou pas fini. Selon les éducateurs vietnamiens, ils pensent que ce fait aidera aux élèves à ne pas faire trop attention des notes. Le plus important, c'est les connaissances acquises dans l'apprentissage. Et maintenant,
En ce qui concerne le cours d'évaluation avec Monsieur Tai, on a échangé, discuté sur qu'est-ce que c'est une évaluation, ses objectifs, ces types d'évaluation, sur la question de niveau des apprenants et le besoin. Et on parlera des critères essentiels dans une évaluation, comment on fait une évaluation. On a aussi comparé des exemples d'évaluation de français. Et maintenant, je trouvais que l'évaluation n'est plus une simple chose pour évaluer quelqu'un. C'est au cœur de l'enseignement et de l'apprentissage. Et c'est le fait du reflet de ce que les apprenants sont considérés à avoir acquis comme connaissances et des savoir-faire auparavant et qu'ils peuvent réinvestir au moment de l'évaluation. Au niveau des enseignants, l'objectif principal, c'est pour savoir le niveau d'un apprenant et pour que le professeur puisse apprécier l'état et les résultats de l'apprenant. L'enseignant peut essayer de se mettre à la place des apprenants dans les mêmes conditions d'apprentissage, de lecture des consignes, de capacité à produire, et à partir de cela, il pourra modifier son contrôle, voir son cours des activités au regard des difficultés des élèves. Par exemple, je suis en train de faire le stage avec Madame Merlat, un professeur intervenante de notre fac, et elle a fait beaucoup de petits exercices pour ses élèves, 2 ou 3 fois par semaine ou même plus, et pour savoir les problèmes, les difficultés de ses élèves, et pour choisir un cours ou une leçon appropriée à chacun. Parce que ici, c'est une classe pour les élèves nouvelles arrivant, donc ils sont très variés. On ne peut pas appliquer qu'une seule évaluation pour tous. En général, l'évaluation, nous avons dit beaucoup du niveau réel et de l'investissement de chaque élève. Elle nous interpelle aussi sur la justesse du travail réalisé en amont avec les élèves. Sur la qualité de cette évaluation, elle nous lance un défi. Comment construire une progression, comment considérer une programmation qui tienne davantage compte du résultat. Cependant, il est certain exceptionnel. Ça veut dire qu'il montre parfois des niveaux irréels, comme le cas du cours physique de Cyril. Si je ne me suis pas trompée, et c'est dans mon cas aussi, c'était l'évaluation de géographie. Le professeur m'a demandé qu'est-ce que c'est. C'est une exposition démographie. Et en fait, j'ai eu une note maximum, même j'ai pas étudié. En fait, c'est un petit moment marrant, entre guillemets, mais voilà, c'est comme ça. Un autre point que je voudrais mentionner ici, selon Jean-Marc Defay, il a affirmé que l'évaluation garde mauvaise réputation auprès des apprenants. Je suis tout à fait d'accord avec lui car des fois les évaluations sont trop conçues au terme de sanction, de sélection, d'exclusion, etc. L'objectif vrai, entre guillemets, des évaluations doivent être stimulantes pour renforcer la motivation, mais elles deviennent nocives lorsque on en utilise comme une menace en espérant rendre les apprenants plus attentifs, plus studieux, plus disciplinés. Et en d'autres termes, cet auteur a remarqué que l'évaluation doit servir de carotte,
mais jamais de bâton. En grosso modo, l'évaluation rend compte de trois grands types. C'est l'évaluation diagnostique, évaluation formative et évaluation consommative. Une évaluation diagnostique, c'est une évaluation intervenant au début, voire au cours d'un apprentissage ou d'une formation qui permet de repérer et d'identifier les difficultés rencontrées par l'élève ou l'étudiant afin d'y apporter des réponses pédagogiques adaptées. Évaluation formative, c'est une évaluation intervenant au cours d'un apprentissage ou d'une formation qui permet à l'élève ou à l'étudiant de prendre conscience de ses acquises et des difficultés rencontrées et de découvrir par lui-même les moyens de progresser. Finalement, c'est évaluation sommative. C'est une évaluation intervenant au terme d'un processus d'apprentissage ou de formation afin de mesurer les acquis de l'élève ou de l'étudiant. En gros, je crois que l'évaluation sommative soit parfois imposée parce qu'elles servent à classer les élèves entre eux. Il s'agit aussi d'une évaluation sanction et elle mènera à la certification tout simplement. Tandis que l'évaluation formative ou auto-évaluation sont consenties, elle apporte des informations sur les acquis et elle mènera à la reconnaissance des compétences. Et en plus, on peut également distinguer des sous-types pouvant être intégrés au grand type afin de donner une orientation particulière comme évaluation interne et externe, évaluation directe et indirecte, évaluation objective et suggestive, évaluation mutuelle ou auto-évaluation, etc. Et sous-types ont déjà bien précisé dans le cours de Mosiata et donc je ne les mentionne pas. Et maintenant, ce que je voudrais mentionner ici, l'un des éléments le plus important qui a contribué pour faire une bonne évaluation, c'est la taxonomie de Bloom. En fait, c'est un modèle pédagogique proposant une classification des niveaux d'acquisition des connaissances. Il peut être résumé en 6 niveaux hiérarchiques et à chaque niveau correspondent des opérations typiques. Premier niveau, c'est acquisition des connaissances, c'est-à-dire mémoriser et restituer des informations dans des termes voisins de ce qui est appris. La deuxième, c'est la compréhension. Ici, on va traduire et interpréter de l'information en fonction de ce qui a été appris. Et ensuite, c'est l'application. C'est appliquer. Dans cette étape, on va sélectionner et transférer des données pour réaliser une tâche ou résoudre un problème. Et puis, c'est une étape d'analyse. On va distinguer, classer ou mettre en relation les faits et la structure d'un énoncé ou d'une question. L'étape suivante, c'est synthèse. En fait, on va concevoir ou intégrer et conjuguer des idées en une proposition, un plan, un produit nouveau. Et la dernière étape, c'est jugement, évaluer. Dans cette étape, on va estimer, évaluer ou critiquer en fonction de normes et de critères qu'on se construit. En effet, la taxonomie Bloom est proposée comme une aide aux enseignants pour formuler des questions qui permettent
de situer le niveau de compréhension des élèves. D'après moi, pour avoir un bon résultat d'évaluation, le professeur doit identifier d'abord l'objectif du cours, le niveau d'acquisition des apprenants, et grâce à cela, il peut donner, trouver ou proposer des questions adaptées pour évaluer les apprenants. Par exemple, une question peut servir à déterminer qu'un élève est compétent dans la connaissance des faits, de la compréhension, de l'application, l'analyse, la synthèse et évaluation. En structurant les questions, les enseignants sont à même de mieux connaître les faiblesses ou les forces des élèves, ce qui permet de favoriser la progression de l'apprentissage vers des niveaux supérieurs. En gros, l'évaluation n'est pas une démarche rigoureusement séquentielle, mais plutôt cyclique, dans laquelle on peut observer les 4 étapes suivantes. Là, on a une étape préparation, une étape de mesure, une étape d'évaluation et la phase de réflexion. Pour la préparation, au cours de cette étape, on définit les objectifs d'évaluation, c'est-à-dire ce qu'on cherche à évaluer, le contexte de l'évaluation diagnostique, formative ou sommative et les critères de jugement. Puis on sélectionne une méthode d'évaluation appropriée pour ces circonstances. C'est-à-dire le contenu de l'évaluation peut être pris en consultation avec l'élève, les connaissances et les compétences concernées aux disciplines au niveau des élèves. Pour la mesurer, au cours de cette phase, l'enseignant va choisir des outils de mesure, par exemple des questions QCM à l'oral ou à l'écrit, et on va établir des méthodes d'évaluation. Parallèlement, l'enseignant organise et analyse les données pour faciliter l'interprétation. On peut faire aussi une auto-évaluation. On doit tenir les élèves au courant des objectifs évalués et des méthodes utilisées pour la collecte des données et on doit les évaluer dans le contexte de situations non menaçantes. Et en plus, au cours de cette phase, l'enseignant examine les données recueillies en tenant compte de considérations pertinentes. Par exemple, les situations particulières de l'élève, le programme d'études, le temps de l'année, la variété des ressources, etc. afin d'établir un jugement sur les progrès accomplis. Son analyse devrait l'amener à prendre une décision, établir d'un plan d'action, c'est-à-dire à planifier les stratégies, activités et les leçons qui seraient le plus adaptées à promouvoir de nouveaux progrès. Et pour la dernière étape, la phase de réflexion. Ici, l'enseignant réfléchit à l'efficacité des phases précédentes. Est-ce que la méthode utilisée correspondait aux objectifs à évaluer? Est-ce que la méthode a valorisé la démarche de résolution de problèmes plutôt que les réponses aux problèmes? Et est-ce que la méthode a permis de mettre en évidence ce qu'on cherchait à observer? Et est-ce que la méthode a permis de mettre en évidence ce que les élèves connaissent plutôt que ce qu'ils et elles ne connaissent pas, etc. Cette phrase devrait influencer les évaluations sur l'enseignement en général. Il faut se demander, par exemple, si la majorité des élèves n'ont pas réussi,
quelle est la cause de cet échec. Et en plus, selon Jean-Marc Defeuille, pour faire une bonne évaluation, elle devrait des qualités suivantes: la validité, la fiabilité, la sensibilité, l'objectivité et l'économie. Et la qualité de validité repose sur la cohérence entre les méthodes d'enseignement et le type d'évaluation, entre les compétences exercées et les compétences évaluées, entre les objectifs du cours et les objectifs de l'évaluation, entre l'objectif apparent et réel de l'évaluation. Et la fiabilité garantit que, quelles que soient les circonstances, la même prestation sera toujours appréciée et notée de la même manière. La fiabilité peut être vérifiée par de nombreux prétextes. Et ensuite, la sensibilité permet de comparer, de distinguer, de grouper des résultats à partir de critères et de barèmes suffisamment fins et pertinents. Et la sensibilité peut être vérifiée grâce à la courbe de Gauss. Et ensuite, l'objectivité est respectée si les résultats obtenus sont les mêmes, quel que soit l'examinateur. Objectivité peut être vérifiée par deux examens lors des entretiens de corrects pour les productions écrites. Et enfin, la qualité de l'économie est aussi un mérite appréciable quand le texte est peu coûteux en temps, en énergie ou en stress. D'autre part, on veillera à ne pas succomber au phénomène suivant qui biaise l'évaluation sans qu'on s'en rende compte. Premier, c'est l'effet de halo. Ici, c'est à partir de l'aspect extérieur de la personne, les vêtements, le ton de la voix par exemple, ou de sa copie, le soin, la calligraphie qui conditionne subjectivement l'appréciation de l'évaluateur. Et le phénomène, ensuite, c'est les amalgames. L'importance excessive que l'on accorde en bien ou en mal à certains paramètres limités mais plus manifestes, comme par exemple la prononciation ou l'orthographe, dont on tire des conclusions sur l'ensemble de la maîtrise de la langue. Et ensuite, les effets de stéréotypie. C'est l'influence des résultats antérieurs de la même personne taxée une fois pour tous de bons ou mauvais apprenants. Un autre phénomène, c'est les effets d'ordre. En fonction de contrastes positifs ou négatifs avec les copies ou les entretiens précédents. Et ensuite, c'est la variable choc, une bonne ou mauvaise réponse inattendue sur laquelle on a tendance à baser son évaluation en oubliant l'ensemble de la prestation. Et la dernière phénomène, c'est la variable de débordement, qui suit le principe de la dernière goutte qui fait déborder le vase. Quand des fautes synthématiques chez le même apprenant ou chez plusieurs irritent l'évaluateur lorsqu'elles restent relativement minimes. En résumé, une évaluation, c'est une étape très importante dans un cursus scolaire. C'est un code d'éducation. Par rapport à moi, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais un examen comme ça. J'espère que ce clip vous va plaire. Je ne sais pas comment faire pour avoir le meilleur, mais je ne sais pas comment faire pour avoir le meilleur, mais j'ai essayé de le faire dans toute ma capacité. Cependant, j'ai encore eu beaucoup de difficultés par rapport à la langue française et quelques problèmes sur l'informatique. Et je sais aussi ma prononciation n'est pas trop parfaite comme les Français, mais j'espère que vous pouvez comprendre tout ce que je dis.
Et en gros, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce clip jusqu'à la fin. Et finalement, je voudrais vous remercier d'avoir partagé avec nous, avec moi, de votre passion pour l'enseignement. Vous êtes toujours là, toujours très attentif, toujours compréhensif pour nous, pour tous. Et je vous remercie, merci beaucoup. Au revoir et bonne continuation.